C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24 à la une ce soir. Cette opération antiterroriste au Burkina Faso, elle s'est déroulée dans la nuit de lundi à mardi. Elle s'est soldée par la mort d'un gendarme et de 3 présumés djihadistes. Objectif de l'opération, déloger des suspects dans un quartier de Ouagadougou. Vous écouterez le ministre burkinabé de la Sécurité dans un instant. La politique sanitaire du président béninois remise en cause après la mort d'un enfant de 9 ans des suites d'une maladie. Il n'a pas pu être évacué à l'étranger en raison de la réforme du chef de l'État pour réduire ces évacuations et les coûts qu'elles engendrent. Reportage de notre correspondante à suivre. Et puis pour finir, on vous parlera foi et football. Au Nigeria, une équipe appartenant à une église est devenue un exemple de gestion et de réussite sportive. Le club a déjà remporté la Coupe du Monde des églises et s'est hissé parmi les meilleures équipes du pays. Reportage à la fin de ce journal. Ce sont des renseignements qui ont conduit l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie nationale à mener cette opération. Elle s'est déroulée dans un quartier de Ouagadougou dans la nuit de lundi à mardi. Et elle s'est soldée par la mort d'un gendarme et de 3 djihadistes présumés. Selon les autorités, les détails avec Nicolas Germain. L'opération a commencé à 1h30 du matin dans cette villa de Ouagadougou. D'après les voisins, elle a duré plusieurs heures. 3 djihadistes présumés ont été tués et un gendarme a succombé à ses blessures. Les coups de feu ont commencé, on est retourné dans les couloirs pour essayer de voir si on peut éviter quand même d'éventuelles balles perdues dans ces circonstances. Et disons après les 30-40 minutes, il y a eu environ encore 30-40 minutes encore de répit. Donc c'était un peu comme ça. Je pense que ça s'est passé à 3 à 4 fois des coups de feu. Et c'était vraiment assez percutant et très violent. Le 2 mars, déjà, une attaque avait visé l'état-major général des armées et l'ambassade de France. 8 personnes avaient été tuées. D'après le ministre de la Sécurité, les hommes dans la villa ce mardi avaient un lien avec les attentats du 2 mars. 3 terroristes présumés ont été abattus. Bon, finalement, je pense qu'il n'est plus propre de parler de terroristes présumés, puisqu'en effet, les intéressés avaient un arsenal de combat qu'ils ont utilisé pour riposter contre nos hommes. Depuis 2015, Ouagadougou a été visé 3 fois par des attaques qui ont fait près de 60 morts. Et ces 3 dernières années, le nord du pays a été encore plus durement touché. 80 attaques ont fait 133 morts selon les autorités. Le pays était épargné par ces attentats lorsque Blaise Compaoré était au pouvoir. Il a été renversé en 2014 après près de 3 décennies à la présidence. Le nouveau président, Roch-Marc Christian Kaboré, a plusieurs fois accusé le régime de Compaoré d'avoir sympathisé avec des groupes djihadistes. La Guinée a un nouveau Premier ministre, un fidèle du président Alpha Condé, Ibrahima Kassori Fofana. Il a été nommé en remplacement de Mamadi Youla, qui a démissionné la semaine dernière dans un contexte de tension politique accrue dans le pays. Les précisions de notre correspondante dans la région, Sarah Sakou. Ibrahima Kassori Fofana, 64 ans, économiste de formation, est loin d'être un inconnu pour les Guinéens. Il fait partie du gouvernement sortant, il était en charge des investissements et des partenariats publics-privés, mais surtout, il accumule près de 30 ans d'activité au sommet de l'État. Il entre au gouvernement en 1996 pour la première fois comme ministre du budget. À l'époque, nous sommes sous le régime de Lansana Conté, dont il est un très proche. Il sera ensuite tout-puissant ministre des Finances, toujours sur le régime Conté, avant de tomber en disgrâce et d'être limogé en 2000. Il part alors quelques années en exil volontaire. Rentré au pays, il participe aux toutes premières élections libres de la Guinée en 2010, scrutin qui sera remporté par Alpha Condé, dont il est à l'époque, rappelons-le, un fervent adversaire politique. Ibrahima Kassori Fofana prendra le relais officiellement mercredi de Mamadi Youla, Premier ministre sortant. Il devrait dans les prochains jours proposer un nouveau gouvernement. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, ce nouveau décès des suites du virus Ebola à Mbandaka, en République démocratique du Congo. Le bilan de l'épidémie dans le nord-ouest du pays est de 27 morts sur 51 cas confirmés ou suspects. Les premières vaccinations ont été administrées à une dizaine de soignants. Le nombre de personnes ciblées par cette première phase de vaccination est estimé à plus de 600.
Cet attentat kamikaze en Somalie, un homme appartenant au groupe islamiste Shebab à bord d'une voiture piégée a foncé sur un convoi militaire dans les environs de la capitale Mogadiscio. Le nombre de morts est pour l'instant indéterminé selon la police. Le porte-parole des Shebab chargé des opérations militaires a revendiqué l'attaque. Et puis ce cyclone tropical sur la corne de l'Afrique, Sagar a coûté la vie à 6 personnes à Mogadiscio et a balayé l'état autoproclamé du Somaliland. Le bilan est d'au moins 15 morts en raison des pluies diluviennes. Au Puntland, région semi-autonome du nord-est de la Somalie, les eaux liées aux violents orages liés au cyclone ont emporté 2 hommes et leur voiture dans une vallée à Bosaso. On part au Nigeria avec ces marches de soutien qui ont réuni des milliers de catholiques à travers le pays. Elles ont eu lieu alors que 2 prêtres et 17 fidèles assassinés en avril dernier dans une église ont été enterrés ce mardi dans le centre du pays. Des manifestations dans un contexte d'escalade des violences ethniques et communautaires. Écoutez. Ici au Nigeria, on est fatigué des massacres. Ils doivent arrêter de nous tuer notre jeunesse et surtout arrêter de tuer nos jeunes prêtres. Ces jeunes ont des parents. Si tout ceci ne s'arrête pas, ça nous donnera l'impression qu'il n'y a aucune volonté d'y mettre fin. C'est le message que l'on aimerait faire passer au président. On part à présent au Bénin où la mort d'un enfant de 9 ans des suites d'une maladie a suscité de nombreuses polémiques. Jean-Eudes n'a pas pu être évacué en raison d'une réforme entreprise par le chef de l'État pour réduire les évacuations sanitaires à l'étranger. Les parents de l'enfant accusent le président d'être responsable de sa mort. Notre correspondante Emmanuelle Sodji est allée à la rencontre de la famille. Reportage. Le cri de détresse de cette maman lancé au chef de l'État du Bénin sur une télévision locale est resté sans réponse. Moi, ce que je veux, il faut m'aider. Le gouvernement n'a qu'à m'aider pour le petit. Le médecin de l'hôpital public avait demandé depuis 8 mois l'évacuation en France de Jean-Eudes Fémy, le centre de référence à Cotonou, ne pouvant pas traiter les maladies du sang comme sa leucémie. Avant de mourir, il m'a dit, ma tante, fais-moi quelque chose, aide-moi. Aide-moi, ma tante, je ne veux pas mourir. Chaque fois on va au ministère, ils ont dit que ta tante, mon fils est mort. Il est décédé. Les gens souffrent, les gens meurent au CNHU à cause de cancer, à cause de traitement. Sans l'État là, tu ne peux pas. Depuis 5 mois, la décision d'évacuer les cas graves ou les plus urgents revient au président béninois, officiellement pour réaliser des économies drastiques. Près de 12 milliards de francs CFA seraient dépensés chaque année, un peu plus de 18 millions d'euros d'après un rapport des autorités. Je suis en train de réformer les évacuations sanitaires. J'ai pris un prestataire unique, avec des gens que j'ai mis dedans pour dire il faut voir les dossiers les plus urgents, plus impératifs, et faire beaucoup d'économies pour que ces économies-là aillent à l'amélioration du plateau technique. L'oncle, qui considérait Jean-Eudes comme son fils, a mené toutes les démarches administratives pour le sauver. Sous le régime de l'ancien président, il avait été soigné avec succès en Afrique du Sud. Les rapports d'observation médicale l'attestent. Mais la suspension des évacuations vers la nation arc-en-ciel a stoppé le suivi trimestriel et le traitement. Au fil des mois, son état de santé s'est dégradé. Ils ont tué mon fils à cause de leur réforme, soi-disant que l'Afrique du Sud n'est plus l'hôpital de référence ou l'hôpital, je ne sais pas, ce qui les ont poussés à faire ça. Depuis une quinzaine de jours, nous tentons de joindre les autorités afin de comprendre s'il y a eu négligence dans le cas du petit Jean-Eudes ou s'il a été sacrifié pour des raisons économiques. Mais personne ne veut répondre à nos interrogations. Le Mali va devoir réviser son code de la famille. Le pays a été épinglé par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Bamako est accusé de ne pas respecter le protocole de Maputo que le pays a pourtant ratifié. La Cour avait été saisie en 2016 par une association malienne. En cause, entre autres, l'âge légal du mariage qui est aujourd'hui de 16 ans pour les femmes maliennes. Les précisions à Bamako de Christelle Pire.
Le Mali va devoir modifier plusieurs articles de son code de la famille. Celui notamment qui concerne les droits de succession, car ici les femmes ont une demi-part et les enfants peuvent être déshérités. La loi doit également mieux garantir le consentement lors du mariage et surtout l'âge légal du mariage pour les femmes devrait être de 18 ans contre 16 ans aujourd'hui. C'est cet article du code de la famille qui est le plus problématique selon l'association qui a saisi la Cour africaine, car ici au Mali, plus de la moitié des jeunes femmes sont mariées avant leur majorité. Le mariage précoce existait, mais si ça devient une loi, donc on autorise le mariage précoce, donc ça empire ce qui existait, ça augmente le taux parce que c'est devenu une loi. Quand on dit qu'une fille peut se marier à 16 ans et 15 ans avec l'accord des parents, moi, je pense que c'est pour encourager, en tout cas, le mariage précoce toujours au Mali. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a donné 2 ans au Mali pour modifier son code de la famille. Le gouvernement malien refuse pour l'instant de commenter cette décision, affirmant n'avoir pas encore reçu de notification officielle de la Cour. Un projet de loi est déjà en préparation depuis de longs mois, sous la pression de la société civile. Il devrait notamment relever l'âge légal du mariage à 18 ans pour les femmes et interdire l'excision et le viol conjugal. Mais ce projet fait face à de nombreuses oppositions, notamment de la part de certains hauts dignitaires religieux qui s'étaient déjà opposés à l'adoption du Code de la famille en 2011. Cette affaire hors du commun en Afrique du Sud, les ravisseurs d'un adolescent, visiblement à la pointe du progrès, ont exigé le versement d'une rançon en bitcoin pour un montant d'environ 105 000 €. La victime est portée disparue depuis le week-end dernier. Cette affaire semble être la première demande de rançon en crypto-monnaie recensée en Afrique du Sud. Vous avez sûrement prié très fort pour que votre équipe préférée de football remporte la finale. Eh bien, l'équipe dont je vais vous parler à présent n'a pas besoin de prier. Le club en question appartient à une puissante église évangélique. Il s'agit du MFM Football. Le club est l'un des rares à appartenir à une église et à évoluer en première division d'un championnat. Ça se passe au Nigeria. Célia Karasena vous en dit plus. C'est le même rituel avant chaque match. Le pasteur prie avec les joueurs dans les vestiaires. Une prière à la limite de la transe. Pour cette équipe, la religion est au cœur du football. Le message que j'ai partagé avec eux est de leur faire savoir qu'avec Dieu, tout est possible. Comme nous jouons ici, une fois qu'ils ont Dieu en tête, ils auront tout ce dont ils ont besoin. Le club est la propriété de la très populaire église évangélique nommée la Montagne de Feu et des Miracles. Le MFM Football Club est l'une des rares équipes privées à évoluer en première division au Nigeria. Créé il y a 10 ans, le club a la réputation de verser les salaires à temps, contrairement à la plupart des autres équipes du championnat. L'église a fait beaucoup pour les joueurs. Elle essaye de nous projeter à un certain niveau pour être de bons ambassadeurs de l'église, de bons ambassadeurs du pays et aussi de bons ambassadeurs de nos familles. L'église remodèle notre vie. Fondé en 1989 à Lagos, le ministère de la Montagne de Feu et des Miracles a des centaines de branches à travers le monde. Pour cette église, investir dans le football fait partie de sa mission d'évangélisation, dans le but affiché de recruter de nouveaux fidèles. Vainqueur de la Coupe du Monde des Églises en 2014, l'équipe fait partie de l'élite de la Ligue nigériane. Un succès qui repose surtout sur la puissance financière de l'Église plus que sur les prières, dans un championnat affaibli par la mauvaise gestion des clubs. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants. C'est la suite de Paris Direct avec Aude Le Christ.